aujourd'hui un invité auquel on a eu accès grâce à une autre invitée sur ce podcast. Il nous vient de loin, mais je préfère pas vous en dire trop pour l'instant. On est très heureux de te recevoir. Je suis très heureux d'être là. Merci beaucoup. Et pour d'abord apprendre à te connaître un peu plus, Je vais te poser quelques petites questions. Comment tu t'appelles? Depuis combien de temps tu vis en Norvège? Dans quel domaine travailles-tu? Et si tu peux nous partager un culture shock qui t'a marqué à ton arrivée ou que tu continues de vivre au quotidien? On va commencer par le nom. Du coup, je m'appelle Timo Virmavirta. Je suis franco-finlandais. Je suis arrivé en Norvège en août 2020. Je suis guide arctique, si on peut dire ça comme ça, et photographe. Et donc, du coup, un culture shock. Pas plus que ça. Je me suis mangé peut-être la fierté norvégienne un peu en pleine tronche, mais sinon, de manière un peu bon enfant, on va dire. Donc, ça va, quoi. Ouais. Je pense qu'un élément important aussi qu'il faut préciser, c'est tu parles de ton arrivée en Norvège, mais où est-ce que tu vis en Norvège? Je suis arrivé en août 2020 à Alta. J'ai passé 4 mois là-bas. Donc Alta, pour les auditeurs, c'est une ville très au nord, c'est ça? C'est ça. Encore plus haut que Tromsø. C'est dans le Finnmark. Oui, voilà. Ouais. Donc c'est un peu plus au nord que Tromsø. Et ensuite, de là, je suis parti au mois de décembre, donc à Longyearbyen, donc sur l'archipel du Svalbard. Et puis je vis là-bas depuis décembre 2020. Voilà. Waouh. Et en plus, t'es arrivé en plein Covid? Ouais. C'est pour ça, en fait. Donc, je faisais 1 an de formation. C'est une formation sur justement, guide dans les milieux polaires, quoi. Qui s'appelle Arctic Nature Guide et qui se fait au Svalbard, normalement. Okay. Et là, à cause du Covid, le premier semestre, il le faisait à Alta. Donc, d'accord. Il y avait les vacances de Noël. Et comme c'était Covid, la plupart des gens, eux, ils sont repartis voir leur famille pendant Noël. Et moi, je voulais pas repartir de la Norvège parce que je me suis dit que s'il y avait un autre lockdown, je l'avais dans le... Voilà, quoi. Donc, du coup, je suis parti, j'ai booké directement les billets pour Svalbard, étant donné que c'était mon objectif. On va revenir sur ton parcours, mais avant, j'ai quand même une petite anecdote parce qu'on parle du Covid et de Svalbard. Et nous, on a eu une petite histoire avec le Covid et Svalbard. C'est que normalement, donc, en 2020, j'ai eu 30 ans. En octobre, et pour mes 30 ans, on avait prévu de faire un voyage au Svalbard, qui était réservé depuis assez longtemps. On avait trop hâte, et du coup, le matin même, on avait nos valises qui étaient prêtes. On allait partir à l'aéroport, et là, on a eu un appel de Oslo Kommune qui nous a dit qu'on n'était qu'à contact et qu'on devait s'enfermer. Et là, voilà, l'anniversaire on a sauvé les îles Svalbard du Covid, peut-être. Oui, parce que si on était parti un jour plus tôt, on aurait peut-être refilé le Covid. Tout le monde l'a eu. Hein. Oui, ça m'étonne pas. Avant d'en arriver là où tu vis maintenant, j'aimerais revenir sur tes origines. C'est pas anodin. Et maintenant, je t'en dis un peu plus. Je voulais garder ça pour le podcast. J'ai fait, moi, 1 an d'échange en Finlande. D'accord, ok. Et j'ai adoré la Finlande, et c'est ça qui m'a ensuite donné, plus tard, envie de m'installer dans les pays nordiques. Ouais. Bon, et là, je vais te sortir mon finlandais. Moi, tervetuloa, mitakulu, et voilà. Et après, je peux compter jusqu'à 10. Ok, on va faire le podcast en finnois. Alors, vas-y, c'est parti. Moi, tu m'as déjà perdu. Et il m'a dit salut, bienvenue, et comment ça va? Bon, c'est l'essentiel. C'est pas mal. Ouais. Et du coup, parle-nous un peu de peut-être ton schéma d'enfance franco-finlandais, où tu as grandi, tes parents. Mon schéma d'enfance, écoute, donc mère finlandaise, père français. Donc j'ai grandi en région parisienne, pas loin de Versailles en gros. Toute la famille du côté de ma mère finlandais du coup. Depuis que je suis petit, toutes les vacances scolaires en Finlande et puis la langue finlandaise à la maison quoi. Trop bien. Avec ma mère, mon père pas du tout. Puis vers l'adolescence, un gros rapprochement avec la Finlande à cause du métal, parce que du coup en France la musique quoi, parce qu'en France c'était pas populaire, donc du coup c'était encore plus cool d'être bizarre. Ah, mais là, tu venais du pays du métal. C'est ça, ouais. Donc, du coup, une grosse fierté à ce niveau-là. J'avais jamais vraiment chopé le train pour partir. Quand j'avais 24 ans,
pareil, j'avais pas vraiment de schéma professionnel en France. Et un jour, j'en ai eu marre. J'ai fait, bon, vas-y, je vends tout et je me casse, quoi. J'avais rencontré un mec qui travaillait, qui était manager dans un hôtel de neige et de glace en Laponie. Énorme. Et qui m'avait dit, ouais, si tu veux venir bosser là-dedans. Et du coup, moi, j'ai fait, ouais, vas-y. Mais sauf que généralement, les gens qui travaillent là-dedans, c'est des saisons, quoi. Ouais. Donc, c'est des saisonniers. Et puis, moi, j'avais même pas réfléchi à ça. En fait, je m'étais barré là-bas, j'ai acheté une voiture. Et puis, en fait, quand la saison elle était terminée, j'étais un peu en mode, genre, ah merde, mais attends, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et puis, finalement, après, j'ai fait des petits jobs, mais je suis resté, en fait, en Laponie tout le temps, quoi, après, quoi. Depuis 2016, j'ai quitté la France. Mais j'avais la double nationalité franco-finlandaise depuis que je suis petit, quoi. Donc, du coup, pour aller en Finlande, c'était facile. Ouais. Et puis, je parlais la langue et tout. Donc, du coup. Ouais, ton intégration, ça devait. Non, c'était différent parce que t'es en France, tu te sens beaucoup plus finlandais que les autres et c'est normal. Et t'es en Finlande, tu te sens beaucoup plus français que les autres. Ouais, c'est normal aussi. Mais après, quand tu travailles dans le tourisme, c'est des milieux très internationaux. Donc, quelque part, je me sentais pas hyper français non plus, quoi. Je baignais dans un truc où il y avait des gens de partout. Et puis, moi, j'avais la privilège, on va dire, d'être un local, finalement. Donc, du coup, j'ai pu m'adapter super rapidement là-bas. Ce qui a été différent quand je suis venu en Norvège, pour le coup. Très beau teasing parce que l'image, je trouve, que la Finlande a en Norvège, c'est un l'alcool pays... cheap. Ah ouais, ça, c'est vrai. La booze cruise et l'alcool cheap. Mais c'est surtout que les gens sont beaucoup plus froids, qui sont complètement différents. Les Norvégiens n'ont rien à voir avec la Finlande. Ils sont très très réservés. Et moi, ce qui m'avait, quand je suis arrivé ici, un peu béatement, je disais, vous savez, moi, je viens en Norvège, mais parce qu'à la base, j'aime la Finlande. Hein? Quoi? Donc les gens ne comprenaient pas du tout. Et du coup, j'explique simplement, je leur dis non. Bien sûr, vous n'avez mais alors rien à voir, mais le respect. Mais ça, c'est très important pour les Norvégiens, ça, de ne rien avoir avec les autres. C'est toujours quand même un petit peu mieux d'être Norvégien, quoi. Il y a un petit plus, quoi. Et du coup, t'es en Laponie. Je bosse dans une grande boîte de tourisme qui s'appelle la Plante Safaris. Et puis, du coup, tout au long de l'année, je fais des jobs un peu différents. Donc, l'hiver, je guide et je suis tour coordinator pour donc je bosse et au bureau et sur le terrain. Donc c'est pour une boîte française justement qui envoyait des centaines de touristes par semaine. Ensuite l'été je faisais de la maintenance pour un des hôtels. L'automne je bosse au recrutement et l'hiver la saison reprend et on recommence. Et puis je fais ça pendant 4 ans. Et les activités, du coup, en hiver, c'est guide... Ouais, c'est motoneige, chien de traîneau, trucs comme ça. Mais c'est très... dans le tourisme, tu peux dire c'est très fast-food, quoi. C'est des groupes de minimum 30 personnes. oui, là, c'est plutôt du tourisme de masse. De masse, ouais, c'est très mass tourisme. Ça te dérangeait? La première année, c'est trop cool. Tu sors du cadre... français où le travail ça doit être pénible sinon tu serais pas payé pour et des trucs comme ça et t'arrives là-bas et tu fais un training en motoneige et t'apprends que t'es payé le jour du training juste conduire une motoneige dans les bois. Tu fais mais c'est mon taf ça, c'est bizarre. Première année des étoiles plein les yeux quoi on va dire et après au fur et à mesure je vois vite au bout de 2 ans je vois très vite en fait les conséquences du truc. Je voulais essayer de voir un peu faire quelque chose d'un peu moins masse touristique et puis aussi à 25 ans, t'as envie de te prouver des trucs à toi-même et tout, donc t'as un peu envie d'être Mike Horn aussi quand tu bosses dans le tourisme. Enfin, dans le tourisme d'aventure, on va dire. Et est-ce que tu penses que justement tes origines finlandaises ont contribué à ça? Ouais, à fond. Je pense qu'il y a aussi le fait que, comme j'avais pas suivi d'études particulières, il y a aussi au bout d'un moment, t'as envie de te prouver que t'es indépendant, que t'es... je sais pas moi, fort, que tu sais te débrouiller tout seul. Et donc, du coup, après, tu peux l'étendre à plein de choses. Mais décliner sur plein de... Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu as le sissou? Ça dépend. J'adore. Ça dépend. Je suis très franco-finlandais, tu vois. Je choisis mes jours. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le sissou? Je vais te demander à toi, Thibaut. Les sissous, en gros, c'est le fait de pouvoir... comment tu dis en français, overcome. C'est un peu la résilience. Voilà, de la résilience. Ouais. De la résilience par rapport aux difficultés. Généralement, tu vas dire physiques.
Alban qui a sa jambe coincée sous une pierre de 100 kilos, et ben normalement t'arrives pas à soulever 100 kilos, mais là avec le Sisu là tu vas y arriver parce que t'as une bonne raison, tu vois. Ok, ouais. Voilà. Ouais, c'est vraiment un état d'esprit. Ouais, c'est un état d'esprit. Peut-être même un art de vivre finlandais aussi. Ouais, on peut dire ça comme ça. Il y avait les 3 S. Il y avait le Sisu, le sauna et j'ai oublié le 3e. Ah ouais? Ouais. Ah bah je connaissais pas. Ah bon, bah, Ok. il faudra que je vérifie mes sources. Il y en a un 3e, mais j'ai oublié ce que c'était. Peut-être Suomi, j'en sais rien. C'est possible, la Finlande. Oui, ça doit être ça, peut-être, t'as raison. Et qu'est-ce qui t'a sensibilisé à l'écologie, la nature? Est-ce que tu as toujours baigné dans ça? Ouais, toujours un peu. Même en France, tu vois, ma sœur, elle avait commencé à faire des trucs vraiment genre zéro déchet, etc., avant que je parte même Ça venait Finlande. de vos parents ou? En fait, je pense que quand tu nais franco-nordique, je pense de manière générale, surtout si tu vis en région parisienne, tu vois un gros contraste entre quand tu pars en vacances dans un pays où il y a beaucoup moins de personnes déjà et beaucoup moins de pollution, etc., et beaucoup plus de nature un peu... Je la considère plus comme untouched parce que quand tu vis au Svalbard, tu vois vraiment ce que c'est que quelque chose de untouched. Et donc du coup, je pense que quand tu vois ce contraste-là, tu donnes beaucoup de valeur à ça. Et donc du coup, je pense que tu grandis avec une certaine compréhension de ça. Donc je pense que ça, on l'a depuis qu'on est petit, quoi. Et ensuite, ça se développe de plus en plus avec le travail. Là où je suis, je vois des glaciers fondre, je vois des glaciers diminuer énormément d'année en année. Je vois plein d'animaux magnifiques qui sont menacés d'extinction. Et puis après, comme tout le monde, je me renseigne, quoi. Ouais. Donc, Du coup, ça te touche de plus en plus. Bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais. Sachant que je suis une personne qui doit avoir une des empreintes carbone les pires de l'univers, parce que quand tu vis à Longyearbyen, c'est horrible, quoi. Mais malheureusement. Ouais. Par rapport au fait de prendre l'avion, parce que... Par rapport au fait de prendre l'avion, par rapport à comment l'énergie, elle est là-bas. Ah ouais. On est passé du charbon à quelque chose de beaucoup plus green qu'on appelle le diesel. Donc du coup, c'est que des choses comme ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es passé de la Laponie à la Norvège? Donc du coup, par cette formation, donc j'étais en Laponie, puis je me suis un petit peu lassé du côté mastourisme justement. Et il y avait cette formation dont une pote m'avait parlé, qui se passait au Svalbard justement, donc qui s'appelait Arctic Nature Guide, et qui m'avait dit peut-être que ça t'intéresserait, parce on parlait, et puis moi je me disais est-ce que je devrais faire la formation parce que j'avais pas suivi de formation à proprement parler, quoi, universitaire ni rien, quoi. Et il y en a une justement en Laponie, là où j'habitais, à côté. Je me disais, peut-être que je devrais faire ça une année. Elle me dit, tu vas rien apprendre par rapport à ce que tu as déjà fait. Ouais. Elle m'a dit, par contre, il y a celle-ci, Svalbard et tout. Mais donc, du coup, c'était sur dossier. En mai, j'étais encore en Laponie. Puis, j'ai paqué toutes mes affaires. Je suis parti en juin, en France, pour 2 mois. Et puis après, en août, je suis parti... Et comment ça se passe, une formation de guide arctique? Vous êtes combien? Est-ce que c'est beaucoup de théorie, beaucoup de pratique? Alors, c'est une bonne question. Je pense que ma première réflexion, c'est hyper déçu. Ah ouais? Hyper déçu parce que ils te vendent ça sur Internet en mode genre est-ce que tu l'as en toi, est-ce que machin, est-ce que punaise, mais attends, moi je vous imagine tous en peau de bête, aller ramasser des baies, chasser. énormément de teasing, et surtout en fait ils te demandent déjà des années d'expérience professionnelle pour pouvoir ne serait-ce que postuler, en fait. Est-ce que tu sais s'il y a beaucoup de gens qui postulent et... A priori, oui, parce qu'ils en prennent, ils disent qu'il y a énormément de candidatures et qu'ils en prennent qu'à peu près 20. Quand j'arrive, en fait, ils te mettent pas ça sur le site, mais cette formation-là est la 2e année d'un cursus de 3 ans universitaire norvégien. Donc, tu te retrouves avec déjà plus de la moitié de la classe qui sont des Norvégiens de 18 balais, qui font ça parce qu'ils savent pas trop ce qu'ils veulent étudier. Et puis Friluftsliv, c'est marrant. Friluftsliv, c'est littéralement traduit en anglais Free Air Life, mais Friluft, c'est le fait d'être dehors. Et Friluftsliv, c'est le lifestyle de tu sors, tu hikes. Ouais, c'est un concept très norvégien. Ouais, voilà. Je rencontre pas du tout les
personnes que j'expectais, auquel tu t'attendais, je m'attendais à rencontrer. Tu t'es dit, je vais que voir des aventuriers. Non, pas nécessairement, mais en fait, ce que je me disais, je me disais surtout, genre, vu ce qu'ils demandent, je vais rencontrer des guides, en fait, d'endroits différents. Je vais rencontrer, je sais pas, moi, des Américains, des gens qui ont déjà une expérience. Des Australiens, des trucs, voilà, et puis qui ont déjà une expérience. Et un intérêt. Ouais, voilà, ouais. Un vrai, en tout cas. Et donc là, du coup, tu te rends compte un peu, donc tu sais pas vraiment qui est là par vocation, qui est là parce qu'ils sont... Par défaut. Par défaut, en gros, quoi. Et puis, et aussi, je me retrouve avec que des Norvégiens danois, donc / scandinaves, quoi. Que des Allemands et moi. Donc, du coup, en fait, la classe, elle se divise en gars qui parlent scandinave, en gars qui parlent... en gars, il y avait des filles aussi, mais je veux dire en personnes qui parlent scandinave, en personnes qui parlent allemand, et puis, moi, au milieu. Donc, un peu à l'écart, quoi. Ouais, parce que danois et norvégiens, ils peuvent se comprendre. Ouais, à fond. Danois, suédois, norvégien. Finlandais, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Un ovni total. Et l'allemand, pareil. Ouais. Donc bon, tu te sens un peu seul. Mais ouais. Un peu bizarre. Et puis encore une fois, donc du coup, on en parlait tout à l'heure. Je me mange un peu la fierté norvégienne de. Tu sais, t'as les blagues à la con sur les Belges en France. Du coup, généralement, pour les Norvégiens, les Finlandais, c'est toujours le suédois, les débiles, tu vois. Et là, comme il n'y avait pas de suédois, ils aimaient bien faire toutes leurs blagues sur les Finlandais, etc. C'est quoi un peu les stéréotypes ou les blagues norvégiennes sur les Finlandais? Mais en fait, c'est même pas vraiment des blagues. Au final, c'est juste une histoire de mettre que la Norvège, c'est quand même mieux, quoi. Les Norvégiens, c'est quand même mieux, quoi. Machin et tout. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui m'avait un peu choqué, juste du fait que en Finlande, je trouve que c'était quand même beaucoup moins... T'en as toujours des blagues tu sais, genre, le suédois, c'est un blaireau, tu vois. Mais j'ai jamais trouvé ça aussi intense, en fait, que ce que je me mangeais dans la tronche. Et donc, je trouvais ça, en fait, hyper compétitif dès le début. Alors que moi, j'étais pas là pour la compète, en fait, à la base. Après, ça commençait à être un peu plus intéressant, quoi. Puis c'est pareil, des gars qui, au début... veulent faire les gros bras et puis en fait ils s'épuisent vite et en fait c'est des gens comme tout le monde et après aujourd'hui c'est des bons potes, tu vois. Mais au début il y avait un peu de ça, donc un peu déçu par la formation à la base. Ça durait combien de temps, la formation? 1 an, c'est une formation d'1 an. Après le contenu, c'était cool. Ça commence par un stage en gros, un truc sur glacier, donc du coup t'apprends tout de A à Z, la sécu. Moi, j'ai jamais foutu les pieds sur un glacier, tu vois, par exemple, quand j'ai commencé. Et tu vas direct sur le glacier? Non, tu fais une semaine de cours avant, une semaine de cours théoriques, sur ce que c'est qu'un glacier, pourquoi c'est là, comment ça marche, etc. Les différents types de glaciers. Du coup, c'était en anglais, la formation? C'était en anglais, ouais. Ah ouais. Donc, du coup, de la théorie comme ça, et ensuite de la pratique, quoi. Donc, du coup, tu pars une semaine sur un glacier, puis tu fais un base camp, et puis t'es dans ton campement, t'es par groupe, et puis tu vas faire... ce que tu as à faire sur le glacier, quoi. Mais donc, du coup, t'apprends pas mal de bases. Ensuite, il y avait faire des treks de plusieurs jours. Mais en gros, c'était pas genre des treks en suivant un trail ou quoi. C'est plus genre, on est là. Et puis, pareil, t'es toujours par groupe. Et puis, le but, c'est d'aller là. Et puis ensuite, un groupe va guider toute la classe tous les jours. Et puis, du coup, le groupe choisit la route qu'il prend, il explique pourquoi, etc., etc. Et tu t'attends, en fait, à ce que ce soit énormément sur, comme tu disais, des hard skills, en fait, ce qu'on appelle ça des hard skills, le fait de savoir faire beaucoup de choses. Et en fait, finalement, tu dois travailler énormément sur ce qu'on va plus appeler les soft skills, à savoir comment tu gères un groupe. Parce que quand t'es guide, finalement, ceux qui payent pour aller voir un glacier, c'est pas nécessairement que des gens qualifiés du tout. Et donc, du coup, comment toi, tu gères ça, quoi, derrière. Et je pense que ça a été frustrant pour beaucoup de monde qui était là, justement, pour être un peu en mode compétition. Stage survie et tout. Et en fait, c'est comment gérer un client délicat parfois aussi. C'est ça. Et beaucoup plus de ça, justement, que de... Et ça, je trouvais ça assez intéressant, justement. Parce que du coup, tu redescends très vite du côté tu veux être un explorateur. Oui, exactement. Non, tu vas gérer un groupe de relou. C'est ça, limite, c'est ça. Ouais, puis je pense que les formateurs, ils ont l'expérience, quoi. Ils savent à quoi vous allez faire face. Quoi. Ouais, carrément. Tu ressors, t'as l'impression d'avoir appris beaucoup? Je ressors en me disant que c'était quand même un peu overrated. Pourquoi ? Parce que en fait, je me dis quand même aujourd'hui, que en fait, si le processus de recrutement avait été tel que je l'avais imaginé au début, je pense que j'en aurais quand même
appris beaucoup plus parce que j'aurais été avec des gens qui auraient plus eu la volonté d'aller un peu plus en profondeur dans les sujets. Tandis que là, quand t'as des gens de 18-20 ans, eux, c'est genre, ah ben non, l'école, elle est finie. Nous, on veut aller au bar. Nous, on veut faire ci. Nous, on veut faire ça. Et puis, le côté norvégien, peut-être nordique de manière générale, à te dire que quand t'es pas au taf, quoi. Donc, du coup, quand t'es pas en formation, non, t'es pas en formation, quoi. Alors que moi, j'avais plus le côté de, non, moi, je fais cette formation parce que ça m'intéresse. Donc, en fait, mon temps libre ou ma formation, enfin, au final. Je le corrèle, mais eux, c'était très différent, quoi. Donc, toi, par exemple, t'avais envie d'en parler après la journée. À fond, et eux, ils étaient là. Donc, du coup, tu te retrouves un peu genre, non, ok. Et la deuxième partie de la formation, là, il y avait un stage à faire dans une boîte de tourisme, justement. Tu devais faire 2 mois de stage. Et là, c'est là où j'ai commencé à aimer plus. Parce que du coup, je retrouvais dans un univers professionnel avec des gens qui étaient des vrais guides, quoi. Pas des gars qui jouaient au guide dans une formation sans savoir ce que c'est vraiment que de guider des touristes, quoi, finalement. À partir de là, ça a été plus facile. Parce qu'en fait, je suis rentré dans une boîte pour laquelle j'ai bossé pendant 3 ans après, tout de suite. Parce que, pareil, j'étais le seul à avoir un profil... entre guillemets professionnel déjà de base. Tu étais facilement recrutable, on va dire. Ouais, exactement. J'étais le premier qui avait conduit des motoneiges avant, ou des trucs comme ça. Donc forcément, pour une boîte qui fait ça, c'est beaucoup plus intéressant que... Bien sûr. Et question plus pratique, pour ceux qui seraient intéressés par une formation comme ça, tu avais anticipé et tu avais financièrement mis de l'argent de côté pendant cette formation? Tu travaillais à côté ou est-ce qu'il y a des aides de l'État norvégien? Non, aucune aide. Moi, ce que j'avais fait, c'était quand j'avais travaillé, quand j'avais vu la formation 1 an et demi avant, quoi, j'ai commencé à mettre de côté. Et je devais avoir, je sais pas, peut-être 10 000 balles de côté. Ouais. Puis, parce que même dans le nord de la Norvège, j'imagine que c'est quand même assez cher le coût de la vie. Ouais. Plus là-bas, même, je pense qu'ici, sur beaucoup de choses. Genre, comme quoi, par exemple? La bouffe, tu sais, comme tout est importé, ça coûte forcément un peu plus cher. Là-bas. Mais c'est kiff-kiff, en vrai, parce que on regardait ça avec ma copine. Et en fait, il y a certains trucs, pour des raisons qu'on ne sait pas trop, quoi, qui sont plus chers ici que là-bas. Et puis d'autres trucs... c'est l'inverse. Donc, du coup, c'est un peu... Ça équilibre un peu. Le logement là-bas, hyper cher. Et un enfer pas possible. Donc là, Alta, toujours? Non, à Svalbard, je pense. Okay. Quand tu fais la formation, peut-être que je m'éloigne un peu du sujet, quand tu fais la formation, après, t'es étudiant, donc du coup, c'est logement étudiant, etc. Donc, du coup, c'est Sam Shipnaden, là, je sais pas comment ça s'appelle, qui gère ça. Mais du coup, pas d'aide. Et du coup, tu fais les stages au Svalbard? Ouais. Et tu enchaînes direct par... Du taf, ouais. Ok. Ouais. Un CDI direct? Pas un CDI, c'est des contrats saisonniers qui renouvellent. Et est-ce que le boulot t'a plu directement? Ouais. Ça me plaisait parce que en plus c'était période Covid, des groupes beaucoup plus petits, on avait quasiment que des Norvégiens parce que c'était la seule destination de voyage accessible pour les Norvégiens à ce moment-là. Qui n'ont pas le Covid. Tu as failli avoir un couple de Français qui n'avaient jamais pu venir et qui étaient en attente. Mais c'était c'était vraiment cool parce que du coup en fait comparé à ce que ce dont moi j'étais habitué en Finlande, il y avait beaucoup moins de personnes dans les groupes, donc des groupes beaucoup plus petits, donc j'avais l'impression d'être beaucoup plus proche des gens que je guidais. Et aussi très différent là où en Laponie, pendant je sais pas, tu sors faire une excursion de 3 heures de motoneige, tu couvres quasiment aucune distance parce qu'en fait en 3 heures, le temps d'expliquer comment ça marche, de foutre tout le monde sur la motoneige, tu fais des petits chemins de forêt, donc du coup tu roules assez lentement, etc. Au Svalbard, c'est la forêt, ça n'existe pas, t'as que des vallées immenses, et si tu ne bourrines pas un peu, t'arrives nulle part en fait. Donc du coup, t'as moins d'obstacles, donc du coup les gens arrivent à conduire un peu plus, et les journées sont beaucoup plus longues aussi sur les excursions, donc c'est entre 5 et 12 heures. Pour ceux qui connaissent pas, comment tu décrirais le Svalbard? Comment c'est? Svalbard, c'est des terres désolées, hein. C'est 78 degrés nord, la capitale, ça s'étend jusqu'à 80 degrés nord presque. Donc du coup, c'est des cailloux, des grandes montagnes plates et plein de vallées. Et c'est comme ça. Et l'hiver, beaucoup de glace. Et la mer, c'est un archipel, hein, donc des petites îles. Mais c'est... Il n'y a qu'une seule ville? C'est comme l'Islande, mais sans les parties avec un peu de végétation, quoi. D'accord, il n'y a vraiment pas du tout de végétation. Pas du tout, ouais. La végétation qu'il y a, c'est des
des rudiments de plantes qui arrivent à se suffire à elles-mêmes, quoi. Donc du coup, il y a très très peu de végétation. 60% du territoire qui est recouvert par les glaciers. Et il y a des routes, des infrastructures. Donc il y a la ville de Longyearbyen qui a, je crois que c'est peut-être au total 30 km de route depuis l'aéroport jusqu'à la mine 7 où c'est la fin, quoi. Et puis ensuite toutes les petites routes qu'il y a dans la ville en elle-même, et c'est tout. Il n'y a pas d'autres villes sur l'île? Si, il y a la ville russe de Barentsburg, et il y a l'ancienne ville russe de Pyramiden qui a abandonné. Et ensuite, il y a un campement scientifique de Ny-Ålesund, du coup, plus au nord. Quels ont été les grands changements pour toi comparé à ta vie en Laponie, ensuite Alta, une autre ville norvégienne, et de passer au Svalbard? Quelles ont été les surprises? Qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien? On peut faire en aspect négatif, aspect positif. En aspect négatif, je pense, c'est le manque d'indépendance, parce que du coup, tu passes d'un endroit, moi j'étais en Laponie, j'étais quand même assez bien, dans le sens où t'es dans un endroit où le citizenship, la nationalité, t'as une voiture, voilà quoi, ta vie, elle est bien, ouais. Et ensuite, d'un coup, tu redeviens un étudiant. J'avais pas de voiture. Alta sans voiture, c'est chiant à mourir, quoi. J'allais à la salle de sport tous les jours, le matin et le soir, parce que j'avais rien d'autre à foutre, quoi. Puis le fait de pas parler la langue aussi. Donc au début, j'étais motivé, je voulais essayer de trouver moyen de le faire. Et puis il y avait rien qui collait avec l'emploi du temps de la formation, donc du coup c'était pas possible. Et Svalbard, il y a quand même le fait que pendant le Covid, du coup j'ai vraiment été coincé sur l'île 2 ans et demi, quoi. Et quand et puis c'est une ville de 2500 habitants, enfin maximum, hein, donc 2500 quand l'université est pleine. Donc du coup c'est genre plus genre aux alentours de 2000 habitants pendant le Covid peut-être. Donc 2 ans et demi là-dedans. Est-ce que tu deviens un peu taré à la fin, quoi? Ça, c'était peut-être les aspects négatifs, le côté où tu te sens peut-être un peu coincé. Isolé, coincé. Et puis, pas vraiment isolé dans le sens où t'es loin de tout, mais plus coincé dans le sens où t'es coincé dans ce bateau-là avec ces gens-là et t'as pas le choix, quoi. Faut faire ça. Mais est-ce que, vu que vous êtes tous dans le même bateau, est-ce qu'il y a un peu une solidarité? Les gens deviennent amis très facilement parce que vous êtes coincés sur la même île? Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il y a plein de gens qui te disent que oui. Et moi, je ressentais pas du tout ça. Ah ouais? Moi, comparé par exemple à la solidarité que j'ai eue avec les collègues et les gens quand je vivais en Laponie, parce que c'était un tout petit village, hein, finalement, là où je vivais surtout l'été, où c'était pas la haute saison, où il y avait que un petit peu des touristes finlandais vite fait, mais c'était beaucoup plus petit que la ville de Longyearbyen finalement. D'accord. Désolé, mais moi, la solidarité, bof, quoi. Je trouvais les gens plutôt individualistes. Ouais, très individualistes. Faire leur petit truc. Ouais, très, très individualiste. Ou sinon, c'est genre, je vais t'aider, mais à partir du moment où t'as un truc intéressant à proposer, quoi. Si c'est juste parce que t'as besoin d'aide, j'ai autre chose à faire. Les points positifs, le salaire. Forcément, ça fait du bien comparé au salaire finlandais, là. Le salaire norvégien, c'est toujours cool. Surtout avec les taxes de Svalbard, parce que du coup, Svalbard, tu payes que 16% de taxes. Sur ton salaire, tu gagnes quand même beaucoup mieux ta vie. Puis, j'ai rencontré ma copine. J'ai rencontré ma copine 2 semaines après que je suis arrivé. Comment ça, les gens sont pas chaleureux? Ouais, ça va, ça a l'air plutôt... Donc du coup, voilà. Puis ensuite, gros aspect positif, c'est ce que tu vois tous les jours quand tu sors, quoi. Ouais. Quand t'es, même si tu vois, aujourd'hui, j'ai terminé avec la boîte pour laquelle j'ai bossé pendant 3 ans et je suis on ne peut plus content d'avoir fini parce que quand tu fais les mêmes trips tous les jours, tu deviens complètement abruti par ça, quoi. Et puis t'en as marre. Puis c'est genre, allez, vas-y, je vais emmener voir 10 personnes voir une colonie de morts, ça n'a plus rien à foutre, quoi. Parce que, tu perds un peu de... tu perds beaucoup, pas parce que c'est pas intéressant de voir des morses, mais tu perds juste parce que c'est les mêmes timings, c'est des trips qui sont courts. C'est trop répétitif. Je répète les mêmes choses tous les jours, je fais les mêmes blagues au même moment tous les jours, je fais le même truc tous les jours. Et par exemple, moi, en tant que photographe, j'ai pas le temps de faire de la photo du tout parce que je pilote un bateau. La priorité, c'est les gens qui ont jamais vu des morts. Ce que je pilote, c'est eux, ils en voient pour la première fois. Donc du coup, moi, je suis derrière, j'explique, etc., etc. Puis les gens, tu les hostes, hein, donc du coup, tu leur sers du café, tu leur files à bouffer, tu leur expliques plein de choses sur les morts, c'est tout. Donc finalement, mon intérêt perso à moi, à part les thunes à la fin, c'était... On n'avait plus beaucoup. Ouais. Et puis aussi le fait
que t'as l'impression que tu peux toujours en apprendre plus. Tous les jours, les gens, ils te posent une question à laquelle tu sais pas répondre et tu fais, c'est une bonne question, on va regarder quand on rentre, mais là, j'ai pas accès à Internet, donc du coup, faudra checker ça. Après avoir déménagé en Finlande aussi, je suis devenu un gros kéké tuning de la motoneige aussi. Et puis Svalbard, il n'y a pas de restriction sur conduire les motoneiges. Il n'y a pas de... Tout le monde se déplace en motoneige. L'hiver, ouais. L'hiver, si t'as pas de motoneige, t'es coincé en ville. D'accord. Je crois qu'il y a genre 1,8 motoneige par habitant. Ah ouais. Il y a plus de motoneige que d'habitants à Svalbard. Ouais. Est-ce que ça coûte très cher une motoneige? Ouais. Okay. C'est ridicule. C'est ridicule. Ça coûte combien à peu près? Là, les prix, ils augmentent tous les ans. Tu sais, c'est un peu comme au-dessous de 200 000 couronnes, t'as pas grand-chose. Non, en neuf. Mais après, bien évidemment, en seconde main, tu peux acheter... c'est comme les voitures, après, t'as à manger et à boire. Oui, bien sûr. Tu peux acheter une merde pour 2000 couronnes. Après, c'est si elle marche, tant mieux. Si elle marche pas, tant pis. Donc, c'est plus ou moins 20 000 €. Ouais, c'est cher. Une motoneige, t'as le côté, t'as la sensation de liberté parce que tu peux aller vraiment partout à partir du moment où tu sais ce que tu fais. De la même manière qu'un skieur qui fait du hors-piste, il va analyser toute la descente. Avec la motoneige, c'est pareil, mais tu vas analyser la montée. Et à ce côté-là, le côté adrénaline là-dessus qui est assez cool. Tout à l'heure, Alban parlait des types de profils qu'il y a au Svalbard. Ouais. Ça, c'est très intéressant aussi. T'as les gens comme moi qui font guide, photographe, etc. Un profil qu'il y a beaucoup, c'est les Norvégiens qui vont là-bas pour vivre une aventure, quoi. Donc moi, j'aime bien dire que les endroits un peu remote comme ça, tu vois, ça commence en Laponie et ça... t'as beaucoup d'âmes perdues qui se retrouvent là-dedans. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu peux avoir beaucoup genre de gens qui vont là-bas parce que c'est l'aventure, tu vois. Et du coup, et là-dedans, ça peut être aussi bien quelqu'un qui est motivé, comme moi, par une vocation professionnelle, quoi, que quelqu'un qui est un construction worker qui a eu une place de libre, tu vois, qui a postulé pour un job là-bas et qui l'a eu, quoi. Et donc, du coup, ça fait des profils un peu différents. Avant de faire mon VIE, mon volontariat international en entreprise, j'avais terminé mes études en France et c'était avant ça il y avait eu mon échange en Finlande et j'étais en demande. La Finlande n'avait pas été suffisante, j'avais besoin d'extrême, on va dire. Ouais. Et j'avais entendu parler des services civiques. Ouais. Et il y avait notamment, je m'intéressais, c'est quelqu'un qui m'en avait parlé d'un service civique en Antarctique. Mais sauf qu'il y avait peu de postes, c'était généralement très technique, électricien, plombier, ou alors plutôt un profil d'ingénieur. Ouais. Le seul où je me suis dit, je vais tenter ma chance, c'était pâtissier. Mais je n'avais aucun... Mais je suis français. Vous allez faire des banana bread. Parce qu'il adore faire des banana bread. Ça, c'était à l'issue de mon master. Donc, je pense que c'était avant que je m'oriente complètement sur un VIE, on va dire la voie beaucoup plus raisonnable. J'avais besoin encore d'une aventure électrochoc. C'était un peu l'âme perdue. Mais complètement. Pâtissier, tu commences demain. Ok. Mais dans tout YouTube, comment faire des croissants. C'était exactement ça. Dans ma lettre de motivation, j'avais écrit, voilà la timeline avant le départ pour la saison d'hiver en Antarctique. Je vais suivre. Là, j'ai plusieurs mois pour suivre une formation accélérée de pâtissier. Donc, j'étais à fond. Et j'ai jamais eu une réponse. Voilà. J'attends toujours. L'Institut Émile quelque chose de l'Antarctique, s'il vous plaît. J'attends toujours ma réponse 8 ans plus tard. Allez. Mais donc, tu parles de ces profils qui ont besoin d'aventure et qui, du coup, vont peut-être chercher un travail qu'ils pourraient avoir dans une ville, on va dire, lambda. Ils cherchent le côté un peu extrême. Ouais, c'est ça, je pense. Hein. Et puis c'est intéressant. Il y a des ours polaires, il y a des glaciers, c'est intéressant. Puis j'imagine aussi, tu parlais qu'il y a moins de taxes. Peut-être que pour certains métiers, c'est aussi intéressant d'aller faire plein d'argent et de repartir. Si t'es flic, en Norvège, Svalbard, c'est le meilleur endroit au monde. Parce qu'il n'y a rien à... Il n'y a pas de criminalité. Tu dois avoir un salaire qui doit être à peu près 4 fois le salaire moyen d'un flic français, voire plus. Hein. Ouais. Peut-être jusqu'à 10 fois même. Hein. T'as une maison pour laquelle tu payes pas. T'as une voiture pour laquelle tu payes pas. Et puis t'as accès à des motoneiges, des trucs. Tu payes rien. Attends, mais peut-être qu'il est pas trop tard pour que je devienne policier. J'arrête la pâtisserie et je deviens policier. Et alors là, petit coup de gueule, hein, mais si t'as un problème avec quelqu'un, ils en ont rien à foutre.
Pour te donner un exemple, on était à un bar là-bas à KB et deux gars qui commencent à s'échauffer quoi et puis t'appelles les flics, tu leur fais faudrait que vous veniez parce que ça part en couille là. Puis, non, c'est samedi soir, ils ont autre chose à foutre quoi. Donc, du coup, donc vous devez régler mais tout. Par contre, tu mets une patate à un mec, tu peux être banni de l'île. Ouais. D'accord. Donc c'est vraiment. Est-ce que tu penses qu'il faut vivre avec une espèce de discipline en plus quelque part? Oui et non, parce qu'elle se fait d'elle-même. Parce que quand tu es dans un endroit aussi isolé, aussi petit, avec tout se sait. Hein. Donc, du coup, si t'as pas envie de passer pour quelqu'un de bizarre, vaut mieux être un minimum normal. Ouais, c'est ça. mais il y a plein de profils un peu spéciaux aussi. Hein. Et comment t'as réussi à te sociabiliser Je travaille toujours dessus. Hein. Non, mais non, après ça se fait facilement parce que c'est un endroit petit, il y a beaucoup de tourisme. T'as beaucoup de pairs hein, finalement, donc du coup c'est par pair, P-A-I-R-E-S. Je veux dire, t'as beaucoup de collègues, pas nécessairement de ta boîte, hein, mais ce que je veux dire c'est voilà quoi, t'as beaucoup de gens qui bossent dans le tourisme. Et puis de collègues qui deviennent des amis du coup. Ouais, plus ou moins, ouais, ça dépend. Et puis voilà quoi, et puis tout le monde se connaît de vue presque. Hein. Puis t'as vu ma dégaine, hein, je veux dire, moi je suis reconnaissable. Hein, donc, même là-bas. Ouais, bien sûr. Donc du coup... Pour ceux qui nous écoutent en podcast et qui n'ont pas la vidéo, Timo a une barbe avec une tresse. Voilà. Mais d'ordre général, je veux dire, c'est j'aime pas dire les gens sont gentils parce que ça veut rien dire, mais d'ordre général, je veux dire, t'as pas de problème, quoi. C'est pas un endroit où t'as des problèmes. Mais c'est... Il y a une bonne atmosphère Ouais. D'ordre général, entre les gens, je dirais oui. Après là, il y a eu... mais ça, là, on a d'approche un topic qui est complètement différent, mais il y a eu un nouveau white paper, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, des nouvelles législations, quoi. Et en fait, il y a un côté très limite au niveau des étrangers maintenant, là-bas. Mais ça, c'est politique, ça devient politique. Mais t'as l'impression qu'il crée vraiment un clivage entre les Norvégiens et le reste. Ah mince, donc, du coup, ça c'est bizarre. Ça, c'est très bizarre. Par exemple, ma copine, elle trouve que ça se ressent pas plus que ça. Enfin, si elle le voit quand même, elle trouve que la société a changé depuis qu'elle y est depuis 10 ans. Ah ouais. Donc elle aime moins qu'au début, elle trouve. Il y a moins un sentiment d'entraide et les gens sont plus individualistes, justement. Mais ça, c'est parce qu'il y a énormément de turnover, donc les gens restent pas. Hein, donc du coup, ils viennent à 2-3 ans et puis après, ils retournent au mainland, tu vois. Donc, c'est exactement ce que j'allais te demander. Est-ce que il y a un vieux grand-père qui a vécu toute sa vie au Svalbard? Ça existe aussi, quand même. Il y a quelques irréductibles, hein, bien sûr. Ouais. Il y en a qui sont là-bas depuis 30-40 ans, quoi. Ok. Mais ça représente une minorité, tu dirais? Ça représente 2% peut-être, 1%. Okay. Est-ce qu'il y a une communauté française? Il y a des Français, mais de là à dire qu'il y a une communauté française, j'irais pas à dire ça. Il y a une communauté thaï, communauté philippine, les deux plus grosses communautés après les Norvégiens. Mais j'adore. Pourquoi? Parce que, alors je sais pas d'où ça vient exactement, mais je sais que les Philippins, ils bossent beaucoup sur les bateaux, et je pense que ça vient un peu par là. Et bien évidemment, hein, ils font les tafs que les Norvégiens ne veulent pas faire, donc le ménage, la cuisine, les trucs comme ça. Jusqu'au Svalbard, donc. Ouais. Mais la raison pour laquelle t'as beaucoup de gens, justement, qui sont de pays plus loin, hein, mais c'est parce que t'as pas besoin de visa pour travailler au Svalbard. Donc, du coup, pour personne. Non, pour personne. Ouais. En tout cas, pour le moment, encore. Ok, ouais, t'as raison. C'est un bon moyen pour eux. Généralement, le schéma classique, quand je discutais, j'ai pas mal de potes, j'ai des potes, surtout un bon pote philippin là-bas. Et lui, il m'explique que les gens, ils bossent tout le temps parce que en fait, ils envoient beaucoup de blé au bled. Et comment c'est le climat tout au long de l'année au Svalbard? Voilà pour cette première partie. Restez installés confortablement. La conversation continue dans le prochain épisode où Timo nous parle du soleil de minuit, des galères de logement au Svalbard et de l'arrivée de leur bébé au bout du monde. À tout de suite.